Cette vidéo, je vais vous faire un petit trigger warning avant de commencer, va aborder des questions très difficiles comme les relations malsaines, les relations de manipulation, la violence psychologique et la violence physique. Donc si ça vous gêne, je ne vous conseille pas forcément de regarder. Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une de mes vidéos préférées de l'année. On se retrouve pour la Saint-Valentin, la Saint qui ne sert à rien. Et aujourd'hui, après les cocus de la littérature, après les infidèles, après les couples que j'aime et que je n'aime pas, nous allons aborder un autre sujet, les relations toxiques. Aujourd'hui, je vais vous présenter normalement 7 livres qui abordent les relations toxiques dans l'imaginaire. Faut savoir que j'ai fait une sélection. Parce que les relations toxiques dans la littérature, c'est gigantesque. J'aurais pu en parler notamment dans les littératures classiques, en romance, où on a notre lot dans la dark romance, qui est l'étendard des relations toxiques et du non-consentement. Voilà, après moi c'est pas trop ma cam. J'ai choisi qu'un seul livre que l'on peut classer au romantasy parce que sinon ça aurait été trop simple, parce qu'à mon sens la romantasy porte énormément de relations toxiques, hein. J'en ai lu quelques-unes et toutes celles que j'ai lues... il y a des choses à redire, voilà. Et on va parler autant de young adult que classiques de littérature d'imaginaire, que de livres un petit peu plus modernes. Il y aura autant des livres qui banalisent la chose que des livres qui la dénoncent, mais c'est assez affolant de savoir que, notamment dans les années 90, 80, même jusque dans les années 2000, c'était extrêmement fréquent que les relations hommes-femmes dans les bouquins, parce que c'était très hétérosexuel, soient aussi toxiques ou basées sur des modèles extrêmement sexistes. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler les petites dates de dédicace. Ici, en février, on a encore Normania au Zénith de Rouen. Et ici, nous allons à Rue des Livres en Bretagne. Nous allons à Bondu en côté de Lille, vraiment dans la banlieue lilloise. Nous allons à Trolley-les-Légendes en Belgique et au Salon Fantastique de Paris. Et on commence tout de suite. Je vous épargnerai la petite chanson de Britney, voilà, pour le coup, parce que je n'ai pas envie de vous effrayer. On commence, il n'y aura pas forcément d'ordre en soi, je vais les piocher. J'ai essayé de prendre des thèmes assez différents, parce que les relations toxiques, c'est des relations qui peuvent être de nature assez différente, qui sont avec des degrés qui sont assez différents. Et le premier que je vous présente, je pense que c'est un texte qui en parle le mieux. C'est un texte, alors c'est pas le sujet principal de ce texte-ci, mais quand on l'aborde, on commence et on est dans la tête du personnage féminin qui va tomber amoureuse d'un homme un tout petit peu plus âgé qu'elle, qui est quasiment sa figure de modèle, et vite on va se rendre compte qu'elle se fait manipuler, du moins que l'homme est pas amoureux du tout d'elle et qui la manipule. Et ce qui est brillant, c'est que dans le tome 2 et dans le tome 3, suite à des événements assez tragiques, elle va être hantée par ce personnage et elle va énormément réfléchir sur leur relation et se rendre compte qu'elle l'aimera toujours, cet homme. C'est l'homme qu'elle a toujours aimé, c'est son premier amour. Elle l'aime aussi pour des raisons assez particulières, mais qui n'était pas bon pour elle. Et pourtant, il l'accompagne, c'est-à-dire que même après ce qui s'est passé, il est toujours là. Et je trouve que ça laisse un peu l'empreinte fantôme qu'il y a dans les relations toxiques. Toujours ce truc de, même si on quitte la personne, ce qu'elle a laissé, on essaye de le chasser, mais parfois ça reste très très longtemps avec soi. C'est la guerre du pavot. Vous êtes sûrement étonné que la guerre du pavot parle de ça. Donc la guerre du pavot, c'est l'histoire de Rin. C'est de la fantaisie chinoise qui s'inspire vraiment de l'histoire de Chine, à ce que j'ai compris. Je l'ai terminé, vous aurez une vidéo la semaine prochaine sur la saga qui était vraiment exceptionnelle, moi j'ai adoré. La guerre du pavot, donc Rin va rentrer dans une académie militaire très prestigieuse qui est réputée pour n'accueillir que les grands de son pays. Elle qui vient d'une contrée où les gens sont estimés comme des sous-êtres, notamment il y a beaucoup de racisme, c'est-à-dire que Rin, elle est plutôt mate de peau, et on est dans une Asie où la blancheur de peau est extrêmement mise en avant, et Rin va tout faire, elle va passer par des choses extrêmement sombres pour rentrer dans cette académie, elle va y arriver, et sur place, elle va devenir une chamane qui va être en contact avec les esprits des dieux, et va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Altan, il me semble, je ne sais jamais son nom, mais... Altan qui est un peu le super beau gosse. Altan, au début on le regarde, on fait sexy boy, mais Altan en fait
je crois qu'ils sont de la même année ou légèrement, il est un légèrement plus vieux qu'elle, il me semble. C'est une sorte de soldat, super soldat, qui répond vraiment à tout ce qu'on attend de ces jeunes qui vont être formés pour partir en guerre. Et avec Rin, elle va développer une sorte d'obsession pour lui, de fascination, notamment quasiment de l'envie d'arriver à son niveau. Et il va devenir en quelque sorte son chef. Je vais pas vous en dire plus parce que je vous laisse découvrir l'histoire. Mais La guerre du pavot, c'est une saga exceptionnelle en termes de stratégie militaire, de thèmes abordés. Comme je vous dis, c'est un des nombreux thèmes, mais je trouve que la façon dont l'autrice aborde les thèmes est de façon très réfléchie, très touchante. Moi, il y a des scènes entre Rin et Altan dans le 2e tome qui m'auraient fait chialer parce que je trouve que la façon dont c'est abordé leur relation, c'est triste et en même temps, c'est pas « Oh mon Dieu, j'étais dans une relation toxique, je claque la porte » un peu de façon cliché. Non, elle aime cet homme, elle l'a aimé, mais elle se rend compte que c'était pas un amour sain, tu vois. Et vraiment, la façon dont c'est abordé, c'est extrêmement beau, extrêmement triste, extrêmement, je trouve, moderne. Et la relation, il y a des mots qui sont dits, il y a des comportements entre les personnages qui sont assez forts. Et en fait, ça romantise pas du tout les choses, je trouve. Il y a au début, on est dans la tête du personnage, donc forcément, on est dans ce truc-là, mais on est aussi dans sa compréhension. Et on est, je trouve, dans quelque chose qui n'est pas forcément que du rejet, mais de la compréhension et du fait de sortir et d'évoluer de cette relation-ci. Bref, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée dans le texte et ce qui rend le personnage de Rin, qui est un personnage très dur, qui prend des décisions très difficiles, voilà, qui est un personnage très gris dans l'histoire. C'est un des points, je trouve, par lequel on s'attache avec Rin, c'est sa relation aux hommes et sa relation particulièrement à Altan et ce que ça a comme répercussion sur sa vie après. Et rien que d'y repenser, c'est vrai que ça m'avait beaucoup touché la façon dont c'était fait parce que je trouve qu'on a tellement des modèles soit on glorifie ces relations-là, soit on les pointe du doigt extrêmement fort et parfois pas forcément avec finesse. Là, il y a vraiment un équilibre et une justesse, c'est vraiment très réaliste la façon dont c'est fait. Là, on va moins dans l'équilibre. C'est le seul livre de romantisie que je vais vous présenter parce que il fallait bien que je vous en présente parce que le genre, moi je trouve que ACOTAR et tous ces trucs-là, il y a quand même un peu de trucs toxiques derrière. J'aurais pu vous parler du Cruel Prince, il y a plein de choses. Mais j'avais envie de vous parler de ce texte-ci parce que c'est très drôle en commentaire. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce texte-ci. Alors il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté aussi. Mais il y a beaucoup de gens, j'ai pas l'impression qu'ils comprennent que ce texte est assez toxique sur la représentation du couple. Moi je trouve rien de romantique à ça. C'est donc Le Pont des Tempêtes, donc là c'est le tome 2, La Reine Traîtresse de chez Brajlon de Daniel L. Jensen, qui est je pense une des moins bonnes lectures que j'ai lues de ma vie, en termes autant de scénario que d'écriture, que d'histoire. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'histoire d'amour qui est pas bonne, tu vois, autant je reconnais que ACOTAR a des valeurs dans le texte intéressantes au niveau du world building. Là, ça pour moi c'est le pauvre, c'est le vide, tu vois. Et comment vous dire, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Lara, je crois, je sais plus son nom, ouais c'est ça, qui est une des nombreuses filles d'un seigneur qui est en guerre avec un autre pays et qui dit, bon, je vais me servir d'une de mes filles pour assassiner l'héritier du pays. Donc Lara va essayer d'assassiner toutes ses sœurs pour pouvoir répondre à l'ordre de son papounet. Et là-bas, elle va rencontrer un beau gosse qui va lui faire comprendre qu'en fait, elle a été totalement lobotomisée du cerveau et qu'en fait, il est gentil. Puis elle est tellement amoureuse de lui après. Mais bon, c'est une femme forte. Voilà. En fait, ce bouquin-ci, je trouve ça hyper toxique parce que c'est l'histoire quand même d'un personnage qui est là pour tuer un autre personnage et qui va tomber amoureuse de lui. Bon, ça c'est classico-classique. Déjà, c'est pas très sain de base. Et elle s'étonne après que le mec est moyennement chaud pour la retrouver. Voilà, elle s'étonne de ses réactions. En fait, les deux, je trouve qu'ils surréagissent énormément. Et Lara, par exemple, dans le texte, je la trouve, mais genre, c'est what the fuck, t'as essayé de le buter, il apprend que tu l'as trahi, machin, t'as couché avec lui et tout, tu l'as manipulé, même si tu l'aimes, c'est de la manipulation, et donc c'est pas du tout sain. Et tu t'étonnes qu'il est pas chaud et que sa famille est pas en mode « Oh Lara, bienvenue dans la famille !» Non, j'ai un peu de mal avec ça. Bien sûr, alors, c'est dans le consentement parce que, heureusement, il y a des textes qui sont pas comme ça, mais l'autrice essaye de sauver un petit peu la relation comme elle peut, mais on n'y croit pas du tout. Et sachant que Lara, c'est un personnage qui est assez détestable dans le texte, et je comprends pas comment ils arrivent à tomber amoureux, mis à part la magie du scénario, tu vois. Mais
En fait, le coup de la manipulation, du meurtre, du fait que quand elle est là, elle pense toujours, je trouve, à ses intérêts et que même si elle veut le sauver, voilà, et ce genre de choses, je trouve que c'est hyper malsain la façon dont c'est fait. Bon, après, c'est mon avis à moi, mais c'est pas du tout un bon modèle de relation. Hormis, alors c'est pas le pire que j'ai lu, hein, loin de là, hormis le fait qu'il y a du consentement qui est mis en avant, la relation elle fonctionne pas quoi. Et la relation elle est pas du tout très saine dès le départ parce que quand ton but c'est de tuer le personnage de tuer l'homme que tu rencontres et que tu épouses, déjà de base on peut pas partir sur des choses très saines. Ensuite, alors là on va tomber je pense dans un des trucs les pires. Là c'est un autre type, là on a parlé de la manipulation, on a parlé de la relation toxique, là on va être plus sur quelque chose d'assez insidieux et assez horrible. Ce livre là je l'ai lu, j'étais encore mineure je pense, ou à peine majeure, je devais peut-être avoir la vingtaine, et en fait ce bouquin m'a profondément choquée à une époque où c'est pas quelque chose qui était encore très mis en avant en termes de c'est problématique. C'est donc La fille de braise et de ronces chez Rajo. C'est une saga que je ne recommande absolument pas de faire lire aux adolescents parce que c'est une saga extrêmement grossophobe. Je vais vous expliquer en quoi ce livre expose une relation extrêmement toxique qui n'a pas l'air comme ça mais qui est quand même horrible. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est une princesse, une héritière. Et sa particularité, c'est qu'elle a un joyau dans le bide qui est assez précieux. Le truc, vous allez vous dire, là, c'est que cette jeune femme, elle est amoureuse d'un soldat depuis qu'elle est assez jeune. Et quand elle est enlevée, la petite particularité, c'est que c'est un personnage qui est gros à la base. Voilà, il y a beaucoup de remarques grossophobes. Et elle va perdre 20 kilos. Et sa vie va changer. C'est-à-dire qu'elle va devenir le personnage principal. Et tous les mecs dans le récit qui n'en avaient rien à battre d'elle vont décider de la ken, du moins vont décider de vouloir sortir avec elle, et notamment ce personnage de soldat qui était gentil, mais du genre ouais c'est la gentille fille grosse, et elle a perdu 20 kilos, ah maintenant je peux me la faire, tu vois, et il va sortir avec elle, du moins ça va être l'amour et tout, et je suis en mode waouh, le message, genre c'est hyper, je trouve, après c'est mon avis, hein, mais c'est hyper toxique que ta relation se base uniquement sur le physique de ton conjoint ou de ta conjointe, sachant qu'il n'était pas du tout intéressé par elle pour ce qu'elle était. Voilà. Bien sûr, elle va grandir, elle va devenir plus indépendante et tout, mais c'est quand même son poids qui la marque, qui les marque tous les deux, et je suis en mode bon, d'accord, c'est un des livres les plus grossophobes que j'ai lu, une des relations qui m'a mis le plus mal à l'aise là-dessus, parce que certes, pour certains couples c'est comme ça, il n'y a pas de problème si les personnes sont d'accord, mais là le personnage lui il subit la perte de poids parce qu'il l'a enlevé, et il va se rendre compte que son physique a totalement modifié sa vie et qu'elle était considérée comme nulle du fait qu'elle était grosse. Voilà, c'est un peu ça le sujet, et qu'elle n'était pas intéressante et pas attirante pour ça, et que le mec avec qui elle finit, il est juste attiré par elle parce qu'elle a perdu du poids. La relation toxique de l'année est décernée à ce bouquin. Ensuite, du même éditeur, et là, ce qui est d'autant plus préoccupant, c'est que c'est pas remis en cause dans le récit. Il n'y a pas de « Oh mon Dieu, on va apprendre de ça et qu'il faut s'accepter comme on est ». Non, il n'y a pas du tout ça. C'est pareil pour celui-ci. Celui-ci a un petit côté plus punitif, mais le livre m'avait beaucoup choqué à l'époque. C'est un des premiers livres que j'ai lu sur un personnage qui ne s'identifie pas à son sexe de naissance. Alors dans le texte, je me souviens pas si la personne s'identifie comme une personne trans, mais ça s'apparente à ça. Voilà, de nos jours, c'est un texte qui est sorti quand même dans les années 2000-2010 et qui est écrit par une autre, 2014, qui était écrit par une autrice qui m'a bouleversée avec un autre texte d'elle. Elle a écrit Revanche, qui est un des textes qui m'a le fait plus pleurer dans ma vie. Mais The Kiss in the Dark, c'est un texte qui m'a énormément choquée par son contenu. Et la relation et en fait l'image que ça donne de la personne qui est donc trans dans le récit. C'est l'histoire donc de Alex et Kate qui se rencontrent. Alex donc va tout faire, parce qu'il se parle sur internet il me semble, pour cacher son identité et se faire passer pour un garçon en mentant au personnage de Kate éhontément. Donc en fait les deux personnages sont hyper blâmables dans le récit parce que la relation elle est ultra toxique, parce que les deux se mentent de A à Z. Une première partie c'est Alex qui ment
en se disant bon, je vais me cacher, et c'est triste parce que c'est un personnage qui est dans le mal-être, mais la façon dont c'est fait, la façon qu'il manipule une jeune fille qui n'a aucune connaissance de la vie d'Alex et qui lui manque quand même sur quelque chose d'important, la gênerait peut-être, donc du moins il faut dire la vérité dans ces cas-ci, parce que sinon ta relation elle va être sur quelque chose qui n'est pas du tout sain. Et ensuite c'est bouleversé, du genre Kate a des réactions extrêmement violentes avec le personnage d'Alex, et c'est compliqué. Genre, moi je trouve que c'est un livre qui est assez problématique sur la question LGBT et sur la question trans, mais la relation elle est toxique as fuck, parce qu'il y a du mensonge, il y a quand même mentir sur ta réelle identité, sur ton prénom, et la façon dont c'est fait, je peux vous dire que c'est assez toxique, parce que le personnage sait qu'il ment, et il va commencer à rentrer dans ce jeu-là et à pas en sortir et pas à trouver ça problématique, forcément. Et Kate, elle va avoir des réactions horribles envers le personnage, quasiment homophobes, tu vois. Et, euh, et bon, donc là, on est sur une relation un peu horrible, basée sur le mensonge, basée sur la manipulation et basée aussi sur des tropes de LGBTophobie et ce genre de choses. Donc ça m'avait mis assez mal à l'aise. Alors bien sûr, il y a bien d'autres récits adolescents qui traitent de la question de bien des manières plus agréables et bien plus, je trouve, saines. Mais je me dis, un jeune qui se mettait dans la peau d'Alex à cette époque-ci aurait peut-être eu du mal avec le récit d'être traité de bête de foire et ce genre de choses, tu vois, parce qu'il y a un petit peu ça. Bon, c'est un récit qui se finit bien, mais ça m'avait mis assez mal à l'aise. Alors, Kate Clark, elle avait toujours une volonté de parler de sujets de société. La façon dont c'est parlé ici, je trouve ça assez mauvais, et la relation est vraiment extrêmement toxique. Là on est sur un autre sujet, là on est sur un sujet un peu tendax. C'est qu'au début quand j'ai lu le bouquin ça m'a mis très mal à l'aise parce que je voyais en quoi c'était hyper toxique et tout. Alors j'ai pas pris les nombreux livres de fantasy qui parlaient d'inceste, mais là on est sur une autre question, et le livre va se renverser au fur et à mesure des tomes, où le personnage qu'on a l'impression qui est victime va être le bourreau, en fait. C'est donc le Trône de Diamant, donc c'est la trilogie des joyaux de Eddings. Cette série, donc, c'est l'histoire d'un preux chevalier qui va revenir après 10 ans d'exil dans son royaume, et va se rendre compte que le royaume est au bord de du gouffre, parce que l'héritière en place est malade, et on l'a figée dans la glace pour essayer de trouver une solution. Il va être envoyé pour la sauver. Mignon tout plein. Le truc qui est problématique dans ce texte, c'est que il est dit explicitement dans la traduction que le personnage du chevalier considère la jeune princesse comme sa fille. Il a l'âge de son père quasiment, il l'a connue dès la naissance, il y a un lien quasiment filial entre les deux. Voilà, il y a ce truc où ils ont énormément de différences d'âge, c'est quasiment son père, elle le traite quasiment comme son père, au fur et à mesure du récit. Vous allez vous douter que la princesse elle va pas rester 36 ans dans son glaçon, et elle est éperdument amoureuse de son sauveur, et lui ça le gêne beaucoup, c'est à dire que plusieurs fois, alors elle est belle gosse hein, donc il est en mode oh il y a une petite jeune de 18 ans qui veut me draguer, ça fait du bien l'ego. Il la repousse, et à un moment il cède, voilà, parce que voilà, il cède, et donc c'est toxique as fuck parce qu'elle le considère, il y a ce truc un peu de daddy qui est un peu bizarre. Et le truc qui est assez horrible dans le texte, et je pense que c'était bien renversé, mais c'est aussi toxique, c'est qu'on pense que c'est lui, du genre, vraiment le mec au début qui profite, tu vois, dans ces relations-là, c'est les hommes plus vieux qui manipulent les jeunes femmes, et c'est vrai, c'est un fait, c'est un problème de société dans beaucoup de cas, hein. Vous avez vu les affaires qu'il y a eu avec Julie Godrèche récemment, mais en fait, la fille va, au fur et à mesure, le traiter comme son petit jouet, du moins. Ils vont être ensemble, et elle va lui dire comment il s'habille, comment il doit se comporter. En fait, elle le considère non plus comme son mari, mais comme une sorte de mari-sujet. Il est quasiment sa marionnette. Et donc, là, t'es dans une relation, je fais plus toxique que ça. Comment ça se passe? Genre, un mec qui va séduire une petite jeune et qui repousse pas ses avances parce qu'elle est trop bonne, voilà. Et après, la petite jeune qui se dit « Maintenant, t'es à moi et je te manipule et tu ne décides de plus rien. » Du genre « Tu es ma chose. » Et je suis en mode
Ok, et bon, dans le texte, c'est quand même un petit peu dénoncé à des moments, hein, du moins son comportement à elle, surtout plus que son comportement à lui, s'il veut, je pense, dire pas mal de choses sur l'auteur, mais l'auteur a pas l'air d'avoir de problème avec un personnage avec autant de différence d'âge, avec ce lien paternel, voilà, mais il a l'air d'avoir des problèmes avec une jeune fille qui, voilà, enferme dans un carcan son personnage masculin et lui dit quoi faire et ce genre de choses. Bref, les deux personnages sont extrêmement toxiques l'un et l'autre. Je sais pas, j'ai fait une encoche à l'époque, mais ce n'est qu'une des choses un petit peu problématiques dans ce récit. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu choquée. Et là, on est sur une relation toxique des deux côtés, voilà, c'était pas que le début parce que souvent je trouve dans les romantaisies c'est ce qu'on te fait vendre, hein, dans le Pan des tempêtes c'est ce qu'on te fait vendre, c'est très toxique au début et ils apprennent à s'aimer, ce genre de choses. J'ai rien contre, hein, dans La Gardienne du Chardon, moi j'ai essayé de faire quelque chose un petit peu comme ça, de montrer que les relations c'est pas facile de nouer forcément des relations saines au début, surtout quand on est un personnage qui ne s'aime pas soi-même, mais il y a la façon de le faire et là c'est un peu particulier. Ensuite, alors là, on va traiter de 2 livres sur des sujets plus durs. J'ai volontairement choisi des textes où il n'y avait pas de représentation d'agression explicite. Du moins, j'ai pas choisi des textes où le personnage se fait agresser par un autre personnage et en tombe amoureuse. Voilà, je voulais pas plonger là-dedans, mais c'est quand même le trope numéro 1 de tout ce qui est dark fantasy en ce moment. Là, j'ai choisi quelque chose qui est très actuel, ce sont les violences domestiques, et j'ai pris 2 livres qui, je pense, pour l'un, le dénoncent explicitement, pour l'autre, il n'a toujours pas de sortie, et je sais que l'auteur le dénoncera, parce que la façon dont c'est abordé, je pense qu'il y aura une dénonciation là-dessus. Le premier, c'est Meijo, donc c'est la saga, vous savez, des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, que j'adore. Voilà, c'est un texte qui, dans son premier tome, va raconter l'histoire d'un personnage que des gens vont repêcher et qui va s'avérer beaucoup plus mystérieux qu'ils ne le pensent. Et ensuite, c'est cette quête des personnages dans une voie pour rejoindre une sorte de personnage, une quête, un but. Je ne vais pas vous en dire plus parce que le Sentier des Astres, ça se laisse découvrir, faut vraiment pas vous spoiler pour ça. Mais le Sentier des Astres, c'est un texte qui te balade. C'est-à-dire que le premier est très sur ce personnage qu'on apprend à découvrir. Et au fur et à mesure, en fait, on va faire la rencontre d'un personnage que je n'arrive jamais à prononcer. C'est Shakti, qui est la seule femme sur le bateau avec sa fille, qui va se confier sur son passé au fur et à mesure du texte, parce que c'est un texte qui alterne point de vue actuel et le passé des personnages. Et ce personnage a une vie extrêmement riche, extrêmement dure, et je ne vais pas vous spoiler plus, mais elle fait la rencontre d'un homme dans le récit, un homme qu'elle aime désespérément. Voilà, elle le rencontre très jeune, et c'est un homme parfait pour elle, hein. C'est un séduisant jeune homme, plein de bravoure, plein de courage, qui au fur et à mesure de leur relation va s'avérer, et il y avait déjà des red flags au début, être un homme qui est extrêmement mauvais pour elle. Et donc c'est la quête d'une femme en fuite, d'un homme qui l'a maltraitée. Voilà, je vais pas vous en dire plus parce que vraiment faut le découvrir, mais je pense que c'est un des plus beaux textes que j'ai lu là-dessus. Genre ça fait, quand tu lis ça, tu peux pas ne pas être ému par les personnages et par le passé de cette femme, du genre t'as envie de pleurer à des moments. Et la façon dont c'est fait, je trouve, est assez brillant parce que ça passe sur plein de types de manipulations, de relations toxiques, du genre plein de pans, de nuances. Et ce qui fait que la relation, elle est d'autant plus tragique et on est vraiment touché par les personnages. En plus, c'est porté par une plume qui est magnifique. Mais le destin de Shakti, il est horrible. Et le personnage est pourtant super intéressant. Et la relation, elle est vraiment développée sur plusieurs tomes. Voilà, en expliquant les choses et les conséquences. Et aussi, je trouve assez brillant dans le texte. Et on explique pourquoi les femmes restent aussi. Ou les hommes restent. Parce qu'il y a bien sûr des violences qui sont faites envers les hommes aussi. Mais... Et je trouve qu'il n'est pas du tout culpabilisant, le texte, il est vraiment réaliste. Et c'est ça qui m'a touchée. Et vraiment, c'est un texte que je vous conseille rien que pour ça. Mais de toute façon, ce texte est parfait, hein. Donc, moi, c'est une de mes sagas préférées, mais c'est assez touchant la façon dont c'est fait et assez brillant la façon dont c'est abordé. Et dans un roman de fantasy, on pourrait se dire, c'est bizarre que ça soit un thème abordé comme ça. C'est un des thèmes majeurs du texte et... il est brillamment fait. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que cette saga n'est pas terminée et que ce thème est abordé dans le dernier tome. Je vais rester assez vague pour ne pas spoiler,
mais c'est Le Nom du Vent. Alors je vous ai pris mon magnifique tome de chez Brajon que je pose sur mon épaule. Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss qui va nous ressortir une nouvelle après 10 ans d'écriture où il n'avait rien. C'est donc l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus qui est, il a un nom à coucher dehors, qui va perdre sa famille dans un tragique accident, c'est pas vraiment un accident, une attaque, et qui va être lié à la magie du vent et rentrer dans une académie. On va suivre sa vie, c'est vraiment un récit initiatique. Et il fait la rencontre d'une jeune femme dans le texte qui a à peu près son âge. Et au fur et à mesure du récit, on se rend compte que cette jeune femme en question a des liens avec un homme extrêmement puissant qui est derrière, qu'on se rend bien compte que c'est un homme qui est assez dangereux. Et dans le dernier tome, y a une scène où en fait on se rend compte qu'elle est totalement sous l'emprise d'un homme beaucoup plus âgé qui la bat, qui la maltraite, qui la manipule. Et c'est vraiment un truc qui m'avait marqué parce que c'est assez peu présent en imaginaire, du genre on sent que l'auteur il va dénoncer ça et que ça va être une tragédie pour les personnages d'apprendre ça. Ça m'avait beaucoup ému dans ce tome 2. Mais j'espère que quand Patrick nous sortira la suite, parce qu'il nous la sortira, j'espère un jour, hein, avant mon décès, ça serait bien, nous apporte un peu plus d'informations sur ce thème, mais il est assez présent parce que c'est un personnage mystérieux et on comprend un petit peu tous ces personnages voilà, de femmes un peu, vous savez, elle me fait penser à tous ces personnages de la grande littérature, comme Milady, vous savez, dans Les Trois Mousquetaires, des personnages qui ont cette double casquette un peu et qu'on apprend à s'attacher parce qu'ils ont un destin tragique. Et là, c'est le cas. Et vraiment, ça m'avait assez bouleversée sur la fin parce que je me suis dit... Oh, c'est pour ça qu'elle agit comme ça. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Et le personnage du genre, c'est vraiment assez violent la façon dont c'est fait. Et c'est pas tant montré que ça. Il y a des livres, j'ai déjà lu des livres où, par exemple, c'est dans Chevauche-Brume, si je dis pas de bêtises, ouais, il me semble que c'est dans Chevauche-Brume, qui a un personnage qui bat sa femme, qui est violent avec ses enfants et ce genre de choses, et il va être puni à la fin. Mais les violences faites aux femmes, en littérature, ça commence à émerger, c'est pas quelque chose qui est très présent. Les dénonciations, je parle bien de ça, mais on a été baigné tellement dans une ère de relations toxiques, de relations dominantes d'hommes avec 36 millions de femmes qui ne les respectent pas et ce genre de choses, que les choses se feront en temps et en heure, mais je trouve ça super chouette qu'on aborde la question des relations toxiques. Si vous penchez, notamment, je pense, vers la Biclit, vous allez sûrement trouver des personnages qui passent aussi par des relations toxiques et qui vont rencontrer le grand amour, mais c'est un sujet qui est assez dur, mais j'aurais pu vous sortir des tonnes et des tonnes de livres. D'autant plus inquiétant, ce que je regarde dans ma sélection, c'est que ceux qui sont les plus problématiques sont souvent ceux qui sont destinés à la young adulte ou lus par les jeunes, et plus tu as des textes qui sont adultes, plus en général on va soit glorifier le truc en mode, vous savez, guémel et tout, du genre la petite femme à la popote à la cuisine, soit avoir une vraie dénonciation et en même temps une violence qui est montrée. Donc on voit aussi que ça dépend aussi du public à qui ça s'adresse, mais c'est un sujet assez difficile. Mais je vous recommande notamment les livres que je vous ai présentés, notamment vraiment lisez Le Sentier des Astres si c'est une question qui vous intéresse parce que le thème est très très bien abordé dedans. Et sur ce, n'hésitez pas vous à mettre les livres de relations toxiques en commentaire pour qu'on ne les lise pas ou qu'on les lise s'ils sont bien écrits, parce que je pense que vous en avez des tonnes dans vos bibliothèques et qu'on s'en rend vraiment plus compte. Si vous êtes victime de ce genre de relation, n'hésitez pas à contacter les numéros verts destinés à vous aider. On est là avec vous et il y a toujours une solution et il y aura toujours des gens qui seront là pour vous tendre les bras si vous avez besoin d'aide. Sur ce, je vous souhaite quand même à tous les petits Saint-Valentinards, ceux qui vont aller sortir le champagne et les fleurs ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Sachez que nous, on se retrouve en live à 18h ce soir pour ceux qui veulent fêter la Saint-Valentin avec moi. Oh, je pense qu'on va parler d'amour. Je pense qu'on va faire des petits trucs assez drôles. Voilà, pour ceux qui sont seuls, je sais que c'est une fête qui peut être extrêmement difficile à vivre. Moi, c'est une fête qui me fait beaucoup rire parce que je suis un peu une célibataire endurcie et moi, le célibat, c'est quelque chose qui me plaît énormément, mais il y a beaucoup de gens qui subissent ça et on est tout cœur avec vous. Donc, si tu sais pas quoi faire ce soir, on va en parler. On va parler des chagrins d'amour, si tu veux. On va se moquer, si tu veux, de tes ex. Mais je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.